bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et pour cette discussion mensuelle autour d'un thé, je vous propose de faire un petit bilan de l'année 2024 et notamment les leçons créatives et sereines que j'ai apprises cette année. J'en ai rassemblé quelques-unes que je souhaite partager avec vous, qui m'ont énormément aidée. Si jamais ça vous inspire à votre tour. Alors, pour rappel, je suis actuellement en congé maternité et c'est pour ça que dans cette discussion autour d'un thé du mois de décembre, vous avez quand même des décorations d'automne et non pas le sapin de Noël comme d'habitude dans les vidéos que je filme en décembre. Mais ça me tenait à cœur de vous proposer quand même du contenu pour que vous ayez des choses à voir pendant que je ne suis pas là. Mais ça a été tourné en avance. Je suis actuellement fin septembre quand je vous parle. Pendant que je tourne ce contenu, on est une journée d'après-midi très pluvieuse et j'habite sous les toits. Donc vous entendez peut-être la pluie tomber. Écoutez, si c'est le cas, ça apporte une ambiance un petit peu cosy à l'émission. J'espère que ça ne gênera pas le propos. Alors, commençons l'émission par un petit bilan de mon année jusqu'à fin septembre du coup, puisque je tourne cette émission à l'avance, pour donner un petit peu de contexte aux leçons que je vais partager avec vous à partir de maintenant. Alors l'année 2024, d'un point de vue artistique et slow et compagnie, a été marquée par plusieurs choses. Déjà, j'ai choisi de me consacrer 100% à mon activité d'artiste indépendante et de fondatrice de Café aux Étoiles, et de mettre entre parenthèses l'activité de communication, parce que j'ai 15 ans de carrière en communication culturelle et jeux vidéo, si vous ne le saviez pas. Donc j'ai fait ça jusqu'à fin 2023, et en 2024, plutôt que de rechercher des missions ou un emploi, j'ai choisi de miser sur mon art et de tester, tant que j'ai de l'argent de côté et que je peux me le permettre, de lancer ma carrière artistique de manière indépendante totalement, de mettre toute mon énergie professionnelle là-dedans et de voir ce qui se passe. Ça, c'était un grand point de l'année 2024, sachant que 30 jours après, le 30 janvier, je suis tombée enceinte. Donc du coup, c'est vrai que j'ai pas forcément consacré autant d'énergie à mon activité artistique que je l'aurais pu si cet événement personnel n'avait pas eu lieu. Mais c'est quelque chose qui était voulu, c'était un choix. Et je suis très contente d'avoir eu également une bonne partie de l'année qui a été consacrée à ma vie personnelle. Et d'ailleurs, toute la fin de l'année, de mi-octobre à décembre, est entièrement consacrée à ma vie professionnelle puisque je suis en congé maternité. Ça a été un élément important de mon année 2024 en tant qu'artiste pluriel et slow, artiste indépendante et slow. Et je trouve que ça fait partie justement de la vie sereine et du slow, de ne pas se focaliser sur un seul pilier de vie, mais de chercher aussi un équilibre et de se dire qu'on trouve son épanouissement pas seulement dans la carrière professionnelle, mais aussi dans d'autres aspects de la vie. Et c'est quelque chose qui caractérise mon année 2024, puisque j'ai trouvé de l'épanouissement à la fois dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle cette année. Ensuite, des accomplissements de l'année 2024, parce que j'ai quand même cravaché cette année. J'ai changé de plateforme d'e-commerce pour la boutique de Café aux Étoiles. Je suis passée sur Shopify et je suis très contente de ce changement. Parce que même si c'est une plateforme qui est payante par rapport à WooCommerce qui était gratuit, où je payais que mon hébergement en fait, WordPress, enfin l'hébergement web. Là, Shopify, c'est un service à part que je paye à part. Mais j'en suis très contente parce que ça permet de gérer beaucoup plus facilement les commandes, de gérer les demandes de services clients, les choses comme ça, de gérer les fiches produits, d'avoir différentes options pour les produits. Enfin, je suis hyper fière parce que j'ai eu l'impression d'avoir une montée en qualité de ma boutique en fait. Et moi, mes objectifs en général, ils sont internes, c'est-à-dire que je vise la progression dans ce que je fais, plutôt que de viser un chiffre d'affaires, une audience, un certain nombre de ventes, parce que ça dépend pas de moi, ça dépend des gens qui achètent de ce que je propose. Et donc je préfère me fixer des objectifs de progression que je peux contrôler moi, donc j'étais très contente. 2 ans après l'ouverture de Café aux Étoiles et 4 ans après l'ouverture de ma toute première boutique WooCommerce qui s'appelait à l'époque Les Curiosités de Storyteller, d'avoir une vraie impression de progression avec cette nouvelle boutique en ligne.
J'ai également pris une formation entrepreneuriat qui a duré 3 mois et demi, d'avril à juillet, donc qui a pris beaucoup de place dans mon année 2024, qui s'appelle la BSB Academy, qui est proposée par Aline chez The Bee Boost, et Aline et toute son équipe chez The Bee Boost. C'était un choix conscient en tant qu'artiste indépendante de me former à l'entrepreneuriat, et que si justement je mise mon temps et mon énergie sur ma carrière d'artiste, et sur Café aux Étoiles, j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté, toutes les ressources, j'ai envie de me former, d'avoir tous les outils possibles pour que ça marche en fait. Et j'ai adoré cette formation, je l'ai trouvée hyper utile, il y a vraiment tout un tas de ressources. Et j'ai déjà vu des résultats. Puisque la dernière vente que j'ai lancée au mois de septembre avec la collection automnale et les nouveaux produits, etc., avant la fermeture du congé maternité, j'ai fait significativement plus de ventes que les autres lancements. Donc je sais pas après ce qui peut être attribué à la BSB, ce qui peut être attribué au fait que vous êtes organiquement de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre, ce qui peut être attribué au fait que j'ai annoncé un congé maternité et puis que les gens ils se sont dit il faut que je fasse du stock, je sais pas trop. En tout cas je suis très très fière d'avoir vu aussi une progression dans l'intérêt que vous portez à mon art et à la papeterie que je crée. Donc ça c'est un accomplissement dont je suis très très fière cette année. Autre chose qui a marqué cette année en tant qu'artiste indépendante, c'est du coup, j'ai changé de machine à découper. Et sachant que sur la boutique, je vends essentiellement des cartes postales, des tirages d'art et des adhésifs. Donc tout ça c'est des choses qui passent à un moment ou à un autre dans la machine à découper. Donc c'est quand même un matériel de production essentiel dans mon atelier. Et la machine que j'avais avant ne faisait plus du tout l'affaire pour plein de raisons. Pas y revenir. Et du coup j'ai consacré pratiquement un mois entier, fin d'été, début d'automne, à prendre en main une nouvelle machine à découper, à refaire tous les modèles de la papeterie existante que je crée à partir de numérisation de mes aquarelles que je peins à la main, et à ressortir les collections permanentes et une collection d'automne qui est sortie le 6 septembre et qui est restée ouverte jusqu'au congé maternité. Donc ça a été beaucoup de travail, ça a été un sacré défi, beaucoup de stress, mais du stress positif parce que ça montrait aussi que c'était un truc qui me tenait énormément à cœur, et j'étais super contente de pouvoir lancer ça. Et dans la même veine, ça c'était à la suite de la formation entrepreneuriat, j'ai aussi refait un peu tout le branding, comme on dit, de Café aux Étoiles. Donc ça veut dire mis en cohérence tout l'esthétique de mes différents sites internet, mon site d'artiste, le site de Café aux Étoiles, j'ai simplifié aussi la newsletter en utilisant un outil qui a des fonctionnalités qui sont plus pratiques à la fois pour moi et pour vous. Voilà, j'ai fait plein de choses comme ça en coulisses. En fait, j'ai passé tout l'été à remettre à plat les fondations de Café aux Étoiles. Et là, c'est pareil, je suis fière de l'avoir fait parce que j'ai pu partir en congé maternité l'esprit tranquille. Et lorsque je vais revenir en 2025 avec un troisième membre dans la famille, que j'aurai peut-être moins de temps et moins d'énergie à consacrer à ce genre de tâches de fond, je serai très très contente que la Florie du passé ait fait tout ce travail-là en amont et que j'arrive dans une entreprise toute belle, toute propre, toute remise à plat, etc. Donc ça c'est assez cool, je suis assez contente de moi. Et enfin, alors d'un point de vue créativité et art, en début d'année, j'ai repris les corrections de l'Office des enquêtes discrètes en Paris, qui est la novella que j'ai écrite il y a 2 ou 3 ans, que j'ai fait bêta lire, que ça fait 3 ans que je suis dessus, et qui est une sorte d'enquête mystère cosy de fantasy, avec des airs un peu steampunk victorien et un petit peu d'air régence, avec des histoires de bal pour trouver un époux parmi les magiciens, etc. etc. Donc on allait sur des aristocrates magiciens, etc. Et j'avais trouvé une technique de correction qui me convenait très bien parce que ça faisait 2 ans que j'avais pas touché au manuscrit. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai réécrit les chapitres avec ce que j'ai appris en lisant tout un tas de bouquins ces 2 dernières années, en progressant en tant qu'écrivaine aussi, plutôt que d'essayer de corriger l'existant. Je gardais la même trame et je réécrivais. Et j'avoue que je suis assez fière de la progression de ma plume. Mais malheureusement,
Je crois que j'ai corrigé 4 ou 5 chapitres sur les 9 que compte la novella. Mais il se trouve que le premier trimestre de grossesse m'a complètement mise à plat en termes d'énergie mentale et créative, et je me suis rendu compte que j'étais incapable d'écrire en étant enceinte. Voilà. Ça c'est un truc, quand on est artiste, hein, en fonction des médiums créatifs et en fonction de l'énergie que ça prend de produire, de créer, et ben j'ai l'impression que c'est difficile de créer un enfant et de créer un livre en parallèle pour moi. Je suis sûre qu'il y a des écrivains et écrivaines qui n'ont aucun problème avec ça. J'ai pas eu l'occasion de discuter avec des écrivaines enceintes, mais je sais que j'ai une copine qui est écrivaine, qui a accouché l'an dernier, et elle corrigeait ses romans et elle a envoyé ses romans à des maisons d'édition pratiquement jusqu'à la semaine avant son accouchement. Donc il y en a qui en sont tout à fait capables, moi pas. Voilà, j'ai appris ça sur moi-même cette année. Et du coup j'ai décidé de mettre consciemment l'écriture entre parenthèses pendant la grossesse. Du coup j'ai pas retouché à mon texte. Et il est très probable que si je suis incapable d'écrire en étant enceinte, je serai incapable d'écrire en me réveillant toutes les 2 heures pour nourrir mon enfant. Donc j'ai consciemment choisi de mettre l'écriture entre parenthèses pendant 1 an ou 2, le temps de retrouver l'énergie d'écrire. Après ça n'empêche pas que je suis écrivaine, que j'aime écrire, et que même s'il y a des phases de vie comme ça où on est moins productif, où on crée moins, ça ne m'empêchera pas de continuer à pratiquer l'écriture créative jusqu'à la fin de ma vie, tant que j'en suis capable. Du coup, j'ai plutôt pratiqué l'aquarelle et l'illustration comme art principal cette année. J'ai pas fait beaucoup d'originaux, j'en ai fait un petit peu pour la collection Orbit, d'ailleurs il y en a une qui s'est vendue cet automne, j'étais très contente. Mais j'ai surtout écrit dans des carnets de croquis, des carnets de dessin, des carnets de voyage, plus pour moi en fait. Pour garder un lien avec mon art, mon illustration, avec le plaisir de créer, davantage que pour produire des choses à vendre. Et c'était important aussi de revenir sur l'acte de créer en lui-même et de bien séparer l'artiste de l'entrepreneuse quelque part, vous voyez ce que je veux dire. Voilà un petit peu pour mon bilan 2024, où j'en suis, ce qui s'est passé pour moi cette année, qui permet de mettre un petit peu en perspective du coup les leçons que j'ai sélectionnées pour vous. La première leçon que j'ai apprise et comprise cette année, c'est que c'est ok de ne pas être en progression constante et d'avoir des fluctuations dans la vie, que ce soit dans les habitudes, dans l'organisation, dans la carrière, dans les projets, dans tout. Et c'est une leçon que j'ai apprise déjà parce que j'ai 38 ans aujourd'hui, et c'est la première fois que ma carrière de communication ne progresse plus, puisque j'ai sciemment choisi de la mettre entre parenthèses. Mais c'est vrai qu'on arrive à un moment de la carrière, moi je sais pas, voilà, j'ai pratiquement 15 ans de carrière, aujourd'hui je suis senior, j'avais un poste à responsabilité assez important et hyper intéressant avec le studio de jeux vidéo avec lequel j'ai travaillé jusqu'en 2023. Et c'est vrai que quand on se lance dans une carrière professionnelle, on a l'impression que on va progresser jusqu'à la retraite quelque part. Bah en fait non, parfois les choses ne se passent pas comme on veut, parfois on peut perdre un job, parfois on peut aussi en avoir marre de monter en grade et avoir envie de quelque chose de moins ambitieux et de plus tranquille. Donc ça c'est une première chose que j'ai... première source de cette leçon-là, c'est ma carrière de communication. La deuxième source de cette leçon-là, c'est ma progression d'artiste, puisqu'en 2024, c'est, je pense, une des années où j'ai le moins créé d'art depuis que je me qualifie d'artiste. Même depuis que j'ai repris l'écriture en 2013, cette année, je pense que j'ai même moins créé, alors peut-être pas qu'en 2013, mais je suis sûre d'avoir moins créé qu'en 2015-2016, quand j'étais encore salariée, que j'étais très active sur un forum d'écriture, que j'avais écrit et soumis plein de nouvelles à des maisons d'édition, que j'avais écrit mon premier roman. Ensuite, en 2018-2019, quand je me suis remise à l'illustration, j'avais créé plein d'aquarelles, j'avais rempli des sketchbooks entiers, j'avais fait un Inktober, je crois que c'est en 2019, avec des illustrations et des petits poèmes. J'ai fait des National Novel Writing Month en 2018, 2019, 2020, enfin... En fait, de 2015 à 2021-2022, j'ai beaucoup créé, que ce soit en écriture, en poésie, en illustration, etc. Et depuis 2022, ça a petit à petit baissé parce que j'ai vécu un gros épuisement en 2022, dont j'ai mis 2 ans à me remettre. Et on arrive en 2024 avec
une année où ça fait 7 ans que je me qualifie d'artiste, plus de 10 ans que j'ai repris des activités créatives, de manière globale, où je suis une artiste indépendante et entrepreneur, où j'ai monté une maison d'édition depuis 2 ans, etc. Et qui est une année où j'ai finalement très peu créé par rapport aux années où je débutais en tant qu'artiste et où je me cherchais beaucoup plus dans mon art, dans mon style, etc. Donc là pareil, on peut s'imaginer que la progression elle est constante, qu'on crée de plus en plus au fil de notre vie, que quand on se professionnalise, on passe de plus en plus d'heures par semaine, par jour à créer, et ben c'est pas forcément vrai, parce que la vie, elle est faite de haut et de bas. En fait la vie elle est pas linéaire. On a des événements dans la vie qui font que parfois on en fait moins, que parfois on met des aspects de notre vie entre parenthèses, qu'on peut reprendre après ou pas, et c'est ok en fait. Et c'est la même chose avec les habitudes. Ça aussi je m'en suis rendu compte avec mon épuisement, il y a plein d'habitudes que j'ai perdues, et on s'imagine que quand on prend des habitudes c'est pour la vie, qu'on va être de plus en plus sportif, qu'on va manger de mieux en mieux, qu'on va dormir de mieux en mieux, et c'est humain d'avoir envie de progresser de plus en plus. Et j'ai toujours comme objectif dans ma vie de vouloir progresser, de vouloir améliorer ma vie, aller vers plus d'épanouissement, plus d'accomplissement, plus de contentement, etc. Je pense que c'est humain, c'est normal. Mais déjà la définition des aspirations qu'on a, de ce qui nous rend satisfait, accompli, content, etc., elle peut changer au fil de la vie. Et puis on est des êtres organiques, on n'est pas des machines, nos vies elles sont pas linéaires en fait, elles sont cycliques, elles ont des flux, et c'est ok de ne pas être en progression constante, c'est ok d'avoir des hauts et des bas, et c'est ok d'avoir des moments où certaines choses ralentissent. Ça ne veut pas dire qu'on échoue, ça veut pas dire qu'on rate notre vie, ça veut pas dire qu'on a fait quelque chose de mal, ça veut juste dire qu'on est des êtres humains vivants et que ça fait partie de notre vie en fait. Voilà, que ça fait partie du cycle normal d'une vie d'adulte être humain organique. Voilà une leçon que j'ai apprise et acceptée en 2024 et qui m'a énormément aidée à davantage respecter mon énergie, mes valeurs, mes priorités, plutôt que de vouloir être partout et de vouloir tout faire et de vouloir me pousser au-delà de mes limites. Et de pas justement associer ma valeur d'être humain avec le fait de ne pas être en progression constante. C'est normal, c'est ok, c'est pas de ma faute, et je suis pas une mauvaise personne où je n'ai pas échoué, parce que tout n'est pas tout le temps en progression constante. Et cette acceptation-là, elle a créé énormément de paix intérieure, énormément de sérénité. Deuxième leçon, quand on a peur ou qu'on ressent des émotions désagréables, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut fuir la situation. Ça peut vouloir être un signal comme quoi il y a quelque chose qui va pas, un besoin qui n'est pas rempli, qu'il faut changer quelque chose. Mais j'ai appris cette année que quand on ressent des émotions fortes par rapport à quelque chose, ça peut aussi vouloir dire que c'est parce que ça nous tient à cœur. On a peur d'échouer parce qu'on a très envie de réussir, parce que c'est important pour soi. Et du coup, j'ai appris à utiliser les émotions plus désagréables. Alors, je dis la peur, mais ça peut être l'anxiété, le stress, l'inconfort, le doute, ce genre de choses. Et d'arriver à comprendre la source de ces émotions-là et à bien distinguer les émotions qui veulent dire là il y a un besoin qui n'est pas rempli, il y a quelque chose qui appartient à une croyance qui n'est pas réelle, etc. machin. Mais aussi arriver à distinguer ces émotions qui sont une boussole vers quelque chose que si j'en avais rien à foutre, en fait je ne les ressentirais pas ces émotions. Et que si je ressens justement une espèce d'anxiété, d'anticipation, etc., c'est peut-être parce que justement ça me tient à cœur. Cette année, en décidant de consacrer mon énergie à mon art, à Café aux Étoiles, ça veut dire que j'ai décidé de beaucoup me consacrer à des choses qui me tiennent à cœur, et c'est pareil avec ma vie personnelle et mon enfant. C'est des choses qui me tiennent énormément à cœur, et j'ai ressenti énormément d'émotions fortes cette année, cette semaine aussi, mais cette année. Alors il y a probablement une partie de ces émotions fortes qui sont liées aux hormones. Je suis pas vraiment qualifiée pour en parler en détail, mais c'est très très probable. Mais je pense qu'il y a aussi une partie de ces émotions fortes qui sont liées au fait que j'ai osé aller vers des choses qui me tiennent à cœur, et que comme ça me tient davantage à cœur, et ben ça génère des émotions plus fortes. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de réinterpréter ces émotions de cette manière-là, parce que du coup, au lieu d'essayer de les fuir ou de les taire, je suis davantage ouverte à les écouter
et à, comment dire, vivre l'inconfort et le faire quand même. Comme dit Elizabeth Gilbert, feel the fear and do it anyway. Ressentez la peur et faites-le quand même. Et ben c'est un petit peu ça. Je suis beaucoup sortie de ma zone de confort cette année. Et j'ai appris, j'apprends petit à petit, parce que je pense que c'est un travail de toute une vie, hein, mais j'apprends petit à petit à apprivoiser mes émotions fortes, qu'elles soient positives ou plus inconfortables. Troisième leçon, on peut toujours trouver une façon de faire qui nous est propre. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait une formation d'entrepreneuriat qui a duré 3 mois cette année, et en plus elle était animée. Aline, c'est quelqu'un d'extrêmement extraverti, qui est très différent de moi d'un point de vue caractère. Elle préfère le direct, elle préfère les lives, elle adore les quiz, les jeux, les compétitions, les machins. Moi je suis pas du tout comme ça, on est très différentes l'une de l'autre d'un point de vue caractère. Et elle s'adresse énormément aux entrepreneurs, aux infopreneurs, aux entrepreneurs de services, donc les coachs, les formateurs, formatrices, ou bien des freelances qui vendent leurs services, etc. Et moi qui suis artiste, slow, introvertie, machin, tout ce monde de l'entrepreneuriat où c'est beaucoup de gens extravertis, ambitieux, qui ont des caractères hyper exubérants, etc. C'est pas vraiment mon univers. Et c'est vrai que j'avais peur, parce qu'en plus c'était un investissement, cette formation, elle a coûté cher, hein. Et j'avais peur de pas me retrouver à ma place et de pas finalement en tirer de ressources qui me seraient vraiment utiles, parce que ça s'applique pas aux artistes ou parce que ça s'applique pas aux introvertis. Moi je me sentais pas faire du démarchage, je me sens toujours pas d'ailleurs, hein, faire du démarchage commercial, c'est pas mon truc. Et je me suis dit, bah du coup, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir à me développer en tant qu'artiste indépendante, etc. Est-ce que je vais réussir à être entrepreneur quand même, quelque part? Et j'ai appris au fil de ces leçons-là et à mesure que je me suis approprié justement ce qu'elle nous a enseigné au fil de la formation, parce que c'est une formation qui est vraiment très riche. Tout ce qu'on a besoin de savoir sur l'entrepreneuriat, elle l'enseigne de manière très abordable et très claire. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'est toujours possible de faire les choses à sa sauce. Je vais vous donner un exemple un peu concret, un peu bêta. Mais par exemple, un des conseils qu'on donne beaucoup aux entrepreneurs, c'est faites des vidéos courtes sur les réseaux sociaux. J'aurais beaucoup de choses à dire à propos de ce conseil, c'est pas le sujet. Là, ça va être un exemple pour vous montrer comment on peut faire les choses à sa sauce. Donc Aline, elle va nous dire, faites des réels sur Instagram. Du coup, j'en ai fait. Si vous allez voir l'Instagram de Café aux Étoiles, il y a des réels. Pas en ce moment parce que je suis en congé, mais il y a des réels sur la page Insta. Et ben en fait, par défaut, on va se dire que c'est des trucs avec des plans hyper rapides, des gens qui dansent et qui pointent du doigt des textes, des trucs hyper extravertis, des gens qui font les singes devant la caméra, etc. ou qui font de la comédie, des blagues, des mèmes, des machins comme ça. Mais moi en fait ça me ressemble pas du tout. Et en fait les vidéos que j'ai faites, les réels que j'ai faits, ça a été soit par exemple moi en train de peindre une aquarelle avec une musique douce, ou alors des aperçus de plaisirs de saison qui sont doux, qui sont lents, ou alors ça va être... Enfin voilà, c'est par exemple des poèmes où je vais montrer des vidéos de trucs qui m'ont inspiré avec un petit haïku. Je me suis approprié l'outil en fait. Donc là c'est un exemple qui est très précis et concret pour vous montrer ce que je veux dire par là. Mais dans toutes les choses, dans les stratégies commerciales, on peut adapter les choses à notre manière. Je communique d'une manière qui est adaptée à ma nature introvertie. Moi par exemple, les lives, les directs, les masterclass en direct avec tout le monde qui participe directement, moi qui suis introvertie, c'est juste pas possible. Vous constatez que les contenus que je crée, c'est des contenus que je crée à l'avance, que j'édite et que je publie, dont je planifie la publication. Les trucs en direct, c'est pas mon truc. Et pareil, les contenus courts, même si je me suis amusée à faire quelques réels pour l'Instagram du Café aux Étoiles, moi les contenus courts c'est pas mon truc, je préfère les contenus longs où j'ai le temps de développer ma pensée avec vous. Donc on peut faire les choses à sa façon, on peut promouvoir son art à sa façon, puisque je parle d'entrepreneuriat, mais c'est une leçon qui est valable pour tout en fait. On peut s'organiser à sa façon, on peut développer un projet à sa façon, on peut créer à sa façon, je peux même définir qui je vais être en tant que maman pour mon enfant à ma façon. Je ne suis pas obligée
d'obéir aux injonctions de ce que c'est que d'être une bonne mère, ou nous en couple en tout cas, d'être de bons parents. On peut élever notre enfant à notre façon. Enfin, c'est une leçon qui s'applique à absolument toutes les zones de la vie. C'est toujours possible de faire les choses à sa façon et d'adapter les outils, les conseils, les connaissances, les compétences, les choses comme ça, à nos valeurs, à nos façons de faire, à notre personnalité. Après, c'est par essai-erreur et par expérimentation qu'on arrive à trouver notre façon de faire. Ça, c'est un autre sujet. Ensuite, une autre grande leçon que j'ai apprise cette année, c'est la phrase suivante. C'est ok de tout vouloir, mais pas en même temps. Je peux tout vouloir, mais pas en même temps. C'est vrai que moi qui suis en plus artiste pluriel, qui suis multipotentielle, qui suis artiste entrepreneur, indépendante, qui suis aussi une femme, une chargée de communication, une maman. Je ne le suis pas encore au moment où je tourne, mais je pense que je le suis au moment où vous regardez où vous écoutez ce contenu. Et puis comme tous les adultes, j'ai une maison à entretenir, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai un mari, j'ai un voilà, bon. Et en plus de ça, pour me compliquer la vie, je pratique plusieurs arts différents, parce que je pratique à la fois l'écriture, l'illustration, je crée de la papeterie, et j'aime créer des vidéos, des podcasts, dans le côté multipotentiel, je fais 50 000 trucs. Et j'ai toujours eu une frustration en tant que justement personne plurielle, intéressée par plein de trucs, où j'aime bien la diversité des activités, etc. D'avoir que 24 heures par jour, que 7 jours par semaine, j'aimerais bien avoir un retourneur de temps, etc. etc. Ce qui n'est pas facilitateur d'une vie sereine, puisque du coup, ce mode de pensée-là m'incitait à essayer de faire rentrer autant de tâches que possible dans une journée. Et cette petite graine toute simple, j'ai le droit de tout vouloir, mais pas en même temps, ça a tout changé pour moi. Parce qu'en fait, ça m'a permis de dézoomer sur l'ensemble de ma vie. En fait, je peux tout faire. Je peux créer une maison d'édition, je peux écrire des romans, peindre des aquarelles, lancer une boutique de papeterie, lancer des ateliers en ligne, faire un enfant et m'occuper de mon enfant avec mon mari et fonder une famille, passer du temps en famille, profiter du quotidien, profiter des saisons, m'occuper de mon appartement, je peux tout faire, mais pas en même temps. D'où le fait que ça a été beaucoup plus facile pour moi d'accepter de mettre l'écriture entre parenthèses pendant 2-3 ans et de reprendre l'écriture quand je serai prête. Parce qu'en fait, j'ai toute ma vie pour écrire. Même si je reprends l'écriture qu'en 2026, si je meurs, mettons, en 2070, et ben j'ai encore 40 ans pour écrire. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est tout. L'idée qu'il y a derrière ça, c'est qu'on priorise des choses à un moment de notre vie. Et par exemple, quand j'étais étudiante et puis après stagiaire, CDD, CDI, machin, j'ai énormément priorisé ma carrière professionnelle salariée. Ces derniers temps, j'ai plutôt priorisé ma carrière professionnelle indépendante et artistique. Là, au moment où vous consultez ce contenu, je priorise ma vie personnelle. Et peut-être qu'il y a un moment qui va revenir où je vais à nouveau prioriser ma vie artistique. Et l'écriture et la création de nouvelles arts en soi, avant de penser à diffuser tout ça sur Café aux Étoiles. Et c'est ok que ce soit cyclique. C'est ok de faire des pauses dans certains trucs. Et en fait, si on dézoome sur 1 an, 5 ans, 10 ans, j'aurais pu tout faire. J'ai pu tout faire. Si je regarde aujourd'hui à 38 ans, j'ai eu ma carrière en communication, j'ai mon appartement qui est propre, j'ai mon mari, je vais avoir un enfant, j'ai écrit des romans, j'ai des nouvelles qui sont publiées à compte d'éditeur, voilà, j'ai une carrière d'écrivaine, j'ai peint des aquarelles, j'ai lancé une maison d'édition, j'ai lancé de la papeterie créative. Finalement, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un podcast, finalement j'arrive à tout faire. C'est juste qu'il y a les choses, elles se sont lancées à différents moments, pas tous en même temps, et je les ai créées au fil des années. J'ai pas tout fait en même temps, vous voyez. Donc voilà, une très très belle leçon de 2024, c'est ok de tout vouloir, mais pas en même temps. Enfin, des leçons que j'ai apprises récemment, là, ces dernières semaines. Alors une première chose, c'est que c'est con parce que c'est un truc dont je parle depuis des années sur mes contenus, ça va pas être nouveau, je pense, pour quiconque qui m'écoute et me regarde depuis quelques temps, mais j'ai pris conscience à quel point j'avais besoin de lâcher prise sur le fait d'être définie par mon ambition professionnelle. C'est-à-dire que c'est ok de ne pas miser tout le bonheur, l'épanouissement, la valeur qu'on a en société
sur la carrière professionnelle et l'ambition professionnelle. Et pourtant, la vie sereine et compagnie, j'ai fait un burn-out, etc. Ça fait des années que je remets ce truc-là en question, mais j'en ai vraiment pris conscience avec le lâcher-prise du congé maternité, etc. Que inconsciemment, j'étais encore à me définir et à définir ma réussite dans la vie par rapport à ma carrière professionnelle, que ce soit ma carrière de com ou ma carrière d'artiste. Dans tous les cas, c'est une carrière professionnelle. Et j'ai pris conscience cette année, très probablement grâce à la grossesse, le choix de vouloir faire un enfant et le choix de vouloir consacrer plus de temps à la famille, qu'il n'y a pas que le boulot dans la vie en fait. Qu'il n'y a pas que le boulot dans la vie, il n'y a pas que le boulot qui apporte de l'utilité, de la valeur en société et de l'épanouissement personnel. Et puis c'est surtout que si on met tout dans le boulot, on peut se retrouver avec rien. Des gens qui ont tout mis dans leur boulot, qui se retrouvent à la retraite et qui du coup ne savent plus que faire d'eux-mêmes, ça existe. Après c'est ok d'avoir de l'ambition professionnelle, je suis pas en train de rentrer dans l'injonction inverse. Mais j'ai pris conscience que j'étais encore inconsciemment vachement guidée par cette idée que pour avoir de la valeur en tant qu'être humain, il fallait que j'ai de l'ambition professionnelle, et en fait pas du tout. J'ai le droit de gagner moins d'argent qu'avant, j'ai le droit de lever le pied, j'ai le droit de bosser à mi-temps, j'ai le droit de me prendre 3 mois de congé maternité alors que j'ai pas d'indemnité, je fais ce que je veux en fait. Tant que je trouve des solutions par rapport aux différentes contraintes de vie, notamment les contraintes financières, j'ai le droit d'avoir envie de travailler moins en acceptant les conséquences que ça entraîne sur le fait de gagner moins, etc. etc. voyez. Donc ça c'est, voilà, je vous en ai un petit peu parlé dans des contenus passés, j'en ai parlé dans une capsule Patreon, je pense qu'on en reparlera dans des contenus futurs. Mais je trouve que c'est intéressant de séparer ce qui est nous, ce qu'on veut pour nous-mêmes, ce qui est vraiment important pour nous-mêmes, et ce qui relève de l'injonction sociale en fait. Ensuite, l'organisation n'est pas faite pour être rigide, ça j'en ai parlé dans l'émission autour d'un thé du mois de septembre plus en détail. Moi qui suis très planification, je me projette vachement dans le futur, j'ai des systèmes d'organisation très complets, etc. etc. Une fois que je décide que je vais faire un truc avec une date limite et tout, j'ai tendance à me mettre une pression énorme de respecter exactement ce que j'ai décidé que j'allais faire. Et j'ai compris cette année qu'en fait une organisation sereine et une organisation qui est une alliée de ma vie d'être humain qui ne suis pas une machine, c'est pas fait pour être hyper rigide, c'est pas fait pour être respecté à la lettre, c'est fait pour donner une direction, pour avoir de la clarté sur où est-ce qu'on a envie d'aller, de la clarté sur nos intentions et de la clarté sur le comment on y va. C'est-à-dire qu'on s'organise à l'avance en faisant des recherches sur les étapes, en mettant les trucs à l'agenda, etc. etc. Donc c'est quelque chose qui nous soutient pour savoir quel chemin prendre pour aller là où on a envie d'aller. Mais c'est aussi fait pour s'adapter en fonction de comment on se sent, etc. Et qu'on peut tout à fait changer de date limite, changer les créneaux, en faire moins ou en faire plus en fonction de comment on se sent. Ça permet aussi de réagir aux différents imprévus. Et en fait, un système d'organisation efficace, c'est un système d'organisation flexible et non pas un système d'organisation rigide. Donc en fonction de votre personnalité, peut-être que c'est quelque chose que vous savez déjà depuis des années, mais moi j'ai pris conscience de ça en 2024. Et enfin, dernière leçon de mon année 2024, c'est qu'on est quand même des mammifères. Là c'est pareil, ça fait des années que je dis on n'est pas des machines, on est des êtres organiques, on a des flux, on a des rythmes, on a de l'énergie, on a, comme dit Elisabeth Gilbert, il faut prendre soin de son animal, on a un animal intérieur, on est un animal. Mais en 2024, je pense que c'est essentiellement avec la grossesse évidemment, j'ai pris conscience de à quel point on est des mammifères. À quel point une partie de notre expérience de vie est liée à nos instincts, nos hormones, nos émotions. On aimerait, là c'est pareil, c'est l'injonction sociale depuis le siècle des Lumières, le côté rationnel, séparer l'esprit du corps, on a cette espèce de fantasme qu'en tant que société humaine on est capable d'être ultra rationnel, de mettre les émotions de côté, d'être des machines, de dompter notre nature. Mais en fait, oui on a un cortex préfrontal, et bien sûr qu'on n'est pas des animaux dans le sens où on n'est pas soumis à nos instincts sans aucune conscience et qu'on est capable de faire des choix, de poser des intentions et qu'on a le contrôle sur certaines choses. Heureusement, on est des êtres lucides et conscients.
mais on est quand même des mammifères, quoi. Et quelque part, je me rends compte que d'accepter ça, d'accepter la partie biologique de notre nature, et justement toutes les fluctuations d'énergie, d'émotions, de choses comme ça qui vont avec, ça permet de vivre de manière beaucoup plus harmonieuse et en fait d'utiliser le cortex préfrontal pour s'adapter à ça plutôt que pour le combattre. Et ben ça mène à une vie beaucoup plus saine, à la fois sur le plan physique, mental, émotionnel, et ça mène à une vie beaucoup plus sereine. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que cette discussion mensuelle vous a plu, que ces leçons vous ont fait réfléchir également. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, même si je réagis pas trop au moment où sort ce contenu puisque je suis en congé mat. Je vais quand même lire les différents retours, commentaires, messages que vous allez me laisser. À mon retour de congé maternité, je sais pas encore combien de messages je vais avoir et si je vais être capable de répondre à tout le monde, mais sachez que je lis les choses et que si je vois des choses récurrentes, même si j'ai pas le temps de répondre individuellement à tout le monde, ça me donne des idées de contenu à partager avec tout le monde après, donc n'hésitez pas quand même à laisser des avis, des commentaires, des idées, etc. Ça me fait toujours plaisir de les découvrir, et puis je ferai de mon mieux pour vous répondre à mon retour. En attendant, je vous remercie d'avoir consulté ce contenu jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée, et à la prochaine!